dans les charbonnages de camping. Une haute passion inspira son génie. L'idée de précontrainte est instinctive. Ainsi, cette jeune femme ignore tout de la précontrainte et pourtant elle en fait sans le savoir lorsque pour déplacer une rangée de livres, geste machinal, elle exerce préalablement une contrainte de compression. C'est ce qu'on appelle une précontrainte. Au lieu de livres, considérons ces plaquettes de bois qui, rangées les unes contre les autres, vont simuler pour nous une poutre qui pourrait être en béton. En les serrant les unes contre les autres, on obtient un monobloc dans lequel existent certes des fissures sans épaisseur, matérialisées par les joints entre les plaques, ainsi qu'il peut d'ailleurs s'en produire dans le béton. Mais l'état de compression empêche leur ouverture. Si la précontrainte cesse, les fissures s'ouvrent et la poutre s'effondre. Pour réaliser matériellement cet effort de précontrainte, on peut utiliser un tendeur en caoutchouc qui traversera la poutre de bout en bout dans le sens de l'effort à exercer. Pour cela, les plaques de bois ont été préalablement percées d'un trou. La mise en tension s'effectue en prenant appui sur la poutre elle-même et, le câble étant tendu, on le maintient à son allongement par une plaque d'ancrage qui reporte sur la poutre la tension du câble. Celle-ci se trouve alors mise en état de compression. Le monobloc est constitué. Le câble étant excentré vers le bas, la poutre ainsi réalisée a pris d'elle-même une légère cambrure dans l'attente, pourrait-on dire, des surcharges qui vont lui être imposées. La surcharge de service normale est la charge maximale ne provoquant pas l'ouverture des fissures. Dans notre cas, elle est de 7 kg. Si l'on double cette surcharge, la poutre ne s'effondre pas pour autant, mais la mise en surtension du câble provoque alors l'ouverture des fissures. Si l'on revient à la surcharge normale, l'état de contrainte de compression préalable créé par le câble tendu provoque la fermeture des fissures, ce qui équivaut à leur disparition. Dans la pratique, on utilise des câbles composés de fils d'acier dur à haute résistance. Ces câbles sont placés dans des gaines en feuillard mince serties en spirale. Ainsi protégés pendant le bétonnage, les câbles restent libres pour leur mise en tension ultérieure. Ils sont placés dans le coffrage avant bétonnage et suivant les tracés prévus. Après bétonnage, le câble est mis en tension et ensuite injecté d'un mortier de ciment. Ainsi enrobé, il est protégé contre la corrosion et ne peut plus se relâcher. Les procédés d'ancrage sont nombreux et divers. Voici par exemple un type d'ancrage monofil dit à fil boutonné. Il comporte à l'extrémité du fil un renflement, le bouton, une tête d'ancrage filetée et une plaque d'appui. Le fil est ici sous gaine plastique. Le même principe d'ancrage peut s'appliquer à des câbles plus puissants composés de plusieurs fils. On utilise également des câbles composés de torons. Celui-ci comporte 7 torons, constitués chacun de 7 fils torsadés. L'ancrage comporte une plaque d'appui et, après mise en tension,
on enfonce cette bague cylindrique qui vient bloquer les torons qui se trouvent alors fortement comprimés entre les clavettes. Cet ancrage est appelé ancrage filé. Ce manchon cylindrique est enfilé à l'extrémité du câble composé ici de 4 torons. Passé dans une filière à l'aide d'un puissant vérin, son diamètre est réduit de 46 à 40 mm tandis que sa longueur passe de 20 à 25 cm. Le manchon est ensuite fileté et l'écrou sert à bloquer l'ancrage après mise en tension du câble. L'ancrage filé peut être utilisé pour des câbles de grosseur différente. L'écrou de blocage prend en général appui sur le béton par l'intermédiaire d'une plaque d'appui. Pour la précontrainte de cette poutre d'essai de 3 mètres de portée, on a utilisé 4 câbles monophiles dont le tracé est figuré sur la poutre. À l'extrémité des câbles, les têtes d'ancrage filetées permettent d'effectuer leur mise en tension. Voici en place le vérin avec lequel on va pouvoir exécuter cette opération. On met le vérin en pression. Ce dynamomètre permet de contrôler l'effort de traction exercé. Sous l'effet de cette traction, le fil s'allonge et lorsque l'effort a atteint la valeur calculée, on cale la tête d'ancrage à l'allongement prévu. La mise en charge de la poutre s'effectue à l'aide d'un vérin que l'on peut mettre progressivement en pression. Sous l'effet de cette mise en charge, la poutre fléchit. Lorsque la charge dépasse sa valeur normale, des fissures apparaissent et si l'on double cette charge, elle s'ouvre largement. Mais si l'on revient à la charge, si l'on poursuit la mise en charge, les fissures s'ouvrent de plus en plus jusqu'à ce que les fibres supérieures de la poutre périssent par excès de compression. Cependant, malgré cet état de rupture avancé, la précontrainte toujours active referme presque complètement les fissures lorsque la charge atteinte pour la rupture diminue et la déformation de la poutre se résorbe. La poutre inférieure, qui n'est pas précontrainte, a par contre gardé après rupture sa forme cassée. Dans la construction des ouvrages, les câbles sont en général multifiles et, avec ce procédé d'ancrage, la tête comporte alors autant de trous qu'il y a de fils. Nous assistons là à l'opération de boutonnage. À l'extrémité de chacun des fils, on réalise un bouton renflé par refoulement à froid à l'aide d'une petite presse électrique. Les fils ne peuvent ainsi plus passer dans les trous de la tête d'ancrage et celle-ci est alors définitivement constituée. En voici une à l'extrémité d'une poutre en béton précontraint. Sur chantier, maintenant, nous allons suivre en détail la construction d'un ouvrage en béton précontraint, le pont de Nemours, par lequel l'autoroute sud de Paris franchit le Loing. L'ouvrage est double et chacune des voies comporte 5 poutres posées sur des piles également en béton précontraint. D'une pile à l'autre, les 5 poutres constituant chaque travée sont successivement mises en place à l'aide de cette passerelle de lancement métallique. Les poutres sont préfabriquées à terre. On en voit ici une en transport vers la passerelle de lancement. Voici, dans une poutre avant bétonnage, les câbles de précontrainte. Au nombre de 6, chacun d'eux est composé de 30 fils de 7 mm.
Après bétonnage, les extrémités des câbles émergent sur la surface du béton et les têtes d'ancrage vont permettre de procéder à leur mise en tension. Nous retrouvons ici le type d'ancrage à fil boutonné. Ces demi-coquilles cylindriques en acier, dont la longueur correspond à l'allongement des câbles, servent à bloquer les ancrages après mise en tension. La mise en tension s'effectue à l'aide d'un vérin et la traction exercée sur le câble est de l'ordre de 140 tonnes. La mise en tension du câble inférieur a été réalisée et l'on voit en place les demi-coquilles cylindriques de blocage de l'ancrage. Les têtes d'ancrage sont ensuite enrobées de béton, puis les câbles sont injectés de ciment. La préfabrication de la poutre est alors terminée. Posée sur des chariots de roulement, la poutre est transportée vers le déplacement, s'effectue très lentement. Sur les piles, où la poutre en question doit venir se poser, la passerelle métallique de lancement est en place. Lorsque l'extrait avant de la poutre s'engage sur la passerelle de lancement, on la fixe sous un chariot de transport pouvant rouler sur la partie supérieure de la passerelle métallique. Ainsi portée par ce chariot supérieur, la poutre va pouvoir abandonner son appui de roulement au sol et franchir sur la passerelle l'espace séparant une pile de l'autre. Ces piles sont également en béton précontraint. On voit ici les têtes d'ancrage des câbles de précontrainte du chevêtre supérieur d'une des piles. Lorsque les 5 poutres ont été ainsi successivement lancées, on met en place le coffrage de la dalle qui, une fois coulée, relie les poutres entre elles à leur partie supérieure. Cette dalle est précontrainte transversalement ainsi que les 5 entretoises verticales. Lorsque tous les câbles transversaux ont été mis en tension et injectés, on termine le bétonnage et les têtes d'ancrage se trouvent alors enrobées. La construction de cette travée est maintenant terminée. Mais la technique du béton précontraint ne s'applique pas seulement à la construction des ponts. On l'a largement employée dans l'édification du Palais des Expositions de la place de la Défense à Paris, en particulier pour les tirants de l'immense voûte de 220 mètres de portée et dans la construction des planchers en éléments préfabriqués. Voici maintenant un type d'ancrage différent et utilisant le principe du coincement conique. Il comprend un bloc d'ancrage présentant un évidement conique dans lequel vient se coincer le cône de blocage. Celui-ci présente 12 cannelures dans chacune desquelles passe un des fils constituant le câble. Voici un bloc d'ancrage pour la mise en œuvre d'une précontrainte verticale. Le cône de blocage est mis en place et les 12 fils du câble passent dans chacune de ces cannelures. Puis on enfile sur le câble la bague d'appui sur laquelle doit venir s'appliquer la base du vérin. Pour la mise en place du vérin, on répartit les 12 fils dans des rainures périphériques. À la base du vérin, on aperçoit le petit piston secondaire qui servira, après la mise en tension, à enfoncer fortement le cône de blocage.
On amène la base du vérin en contact de la bague d'appui, puis on procède au clavetage des fils qui se trouvent ainsi fixés 2 à 2 sur le pot de presse du vérin. On met alors le vérin en pression et les fils s'allongent. Ils sont ainsi mis en tension. Lorsque la tension prévue est atteinte, on procède à une inversion du circuit de pression d'huile qui agit alors sur le petit piston d'enfoncement du cône de blocage. Par le trou percé dans la bague d'appui, on aperçoit ce piston pendant son mouvement. L'ancrage des fils étant maintenant réalisé, on procède au déclavetage. Celui-ci s'opère automatiquement par une inversion du mouvement du piston. Il ne reste plus qu'à sectionner les fils au ras de ce bloc d'ancrage terminé et à injecter le câble. C'est ce procédé, mis au point par Freycinet jusque dans ses moindres détails, qui a été employé pour la construction de plusieurs ponts sur la Marne. La réalisation de ces ouvrages élégants et d'une rare finesse, à partir d'éléments préfabriqués en usine et assemblés sur le chantier par précontrainte, fut une révolution dans l'art des bâtisseurs de ponts. Sur une photo de l'époque, nous retrouvons la plus classique précontrainte sous forme de câbles tendus extérieurement pour assembler, à titre provisoire, un certain nombre de voussoirs préfabriqués. Les tronçons de pont ainsi constitués étaient assemblés successivement les uns aux autres par précontrainte définitive et la construction de ces ouvrages put être réalisée sans aucun appui en rivière. Ceux qui eurent le bonheur de visiter ce chantier eurent l'impression d'assister à un travail de magicien. Dans la construction du pont de Tancarville sur la Seine, les ingénieurs firent, là aussi, un large appel à la précontrainte. En particulier, le viaduc d'accès de la rive gauche est un classique de cette nouvelle technique de construction. Il comporte essentiellement 8 travées de 50 mètres chacune. La hauteur des piles varie de 16 à 37 mètres. Chaque travée est constituée de 5 poutres de 3 mètres de hauteur et dont l'épaisseur de lame n'est que de 16 cm. Les 40 poutres nécessaires ont toutes été préfabriquées à terre. La précontrainte de ces poutres est assurée par 22 câbles sous gaine répartis suivant un harmonieux tracé. Une fois bétonnées et précontraintes, les poutres pouvaient être transportées jusqu'au pied des piles où un système de levage permettait leur mise en place. On assiste ici au levage de la 40e et dernière poutre. Lorsque les 5 poutres d'une travée étaient en place, cette passerelle métallique mobile permettait de coffrer par en dessous le ourdi et les entretoises. Entre les tables supérieures de chacune des poutres et avant bétonnage du ourdi, on aperçoit les câbles de précontrainte transversaux. Voici, après décoffrage, une travée terminée. Pour les massifs d'ancrage, la précontrainte fut également largement utilisée et l'on peut dire que cette technique a sa place d'honneur dans l'édification de cet ouvrage prestigieux. Ce câble
dont l'ancrage est également basé sur le principe du coincement conique, comporte 12 torons, de chacun 7 fils, et sa puissance atteint 165 tonnes. On l'a utilisé dans la construction du centre d'essai des structures de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour réaliser la précontrainte de la plateforme des essais. Voici les cônes servant au blocage des ancrages. Ils sont métalliques et présentent 12 cannelures dans lesquelles passent chacun des 12 torons constituant le câble. Après bétonnage, les câbles sont mis en tension à l'aide d'un vérin spécial sur lequel les 12 câbles sont fixés par l'intermédiaire de petits cônes à clavette. Voici à Orléans un des premiers grands réservoirs construits par Freycinet. Dans la construction de ces ouvrages, la précontrainte a trouvé un vaste champ d'application. En effet, la mise en compression permanente du béton empêche la formation de fissures, ce qui est une garantie d'étanchéité. Cette forme de réservoir en tulipe s'adapte particulièrement bien à l'utilisation du béton précontraint. On voit ici l'essai d'un petit réservoir en béton armé. Sous la pression de l'eau, la paroi cylindrique est mise en traction et des fissures y apparaissent, ce qui compromet évidemment l'étanchéité. Voici ce même réservoir, maintenant cerclé de fils tendus sous gaine, cette précontrainte ayant pour effet de mettre la paroi en compression. Il s'agit de monofils de 5 mm de diamètre, mis en tension avec des vérins spéciaux et bloqués par de petits cônes d'ancrage à double clavette. Soumise à la même pression d'eau, le réservoir reste étanche grâce à cette précontrainte. Dans les réservoirs circulaires précontraints, on remarque souvent la présence de nervures en saillie. C'est dans ces nervures verticales que sont noyés les cônes d'ancrage des câbles. Mais la précontrainte s'emploie également dans la préfabrication d'éléments standards pour les bâtiments courants, telles ces poutrelles dites en céramique précontrainte, la céramique désignant de la brique de haute qualité. La fabrication de ces poutrelles se fait en série sur des bancs de grande longueur. Dans cette usine, le banc de 110 mètres peut traiter côte à côte une quarantaine de poutrelles. Les ouvriers alignent tout d'abord les céramiques alvéolaires présentant une gorge centrale. On déroule ensuite le fil de précontrainte. C'est un fil d'acier dur qui a subi au tréfilage une impression ayant marqué sa surface de légères crénelures qui amélioreront son adhérence au béton. Les fils sont ensuite placés dans la gorge centrale des céramiques, ici par groupe de 3, mais on peut en prévoir plus ou moins selon la force portante et la longueur des poutrelles. À l'une des extrémités, on fixe chaque groupe de fils sur un bloc d'ancrage où l'on retrouve le principe du coincement conique. Par l'intermédiaire de ces blocs d'ancrage, les fils sont alors, dans leur ensemble, fixés sur les palonniers de traction. Derrière ces palonniers, on aperçoit le groupe moteur qui commande les vérins de mise en traction des fils. On met en route ce moteur. Sous l'effet de la mise en pression, le piston du vérin recule lentement
entraînant les palonniers où sont fixés les fils qui sont ainsi mis en tension. L'allongement est soigneusement mesuré à intervalles réguliers et le chef d'équipe tient un graphique pour s'assurer de la bonne marche de l'opération. Ensuite, à l'aide d'un mortier de ciment, on procède au jointoiement de la base des céramiques afin qu'elles soient bien au contact quand la précontrainte interviendra. Puis on pose de place en place un gabarit qui a pour but de maintenir les fils à leur place exacte, ainsi que des plaques fermant les poutrelles à chacune de leurs extrémités. On peut alors procéder au bétonnage en remplissant la gorge centrale dans laquelle se trouvent les fils préalablement tendus. Quand le béton a fait prise, on coupe les fils entre les poutrelles et la force de traction de ces fils se reporte alors par adhérence sur le béton et la céramique. C'est pourquoi ce procédé, différent de ceux que nous avons vus précédemment, est dit à fil adhérent. On fabrique ainsi des poutrelles de hauteurs diverses entre lesquelles on place des entrevous de dimensions appropriées. On bétonne ensuite les espacements entre ces entrevous et les poutrelles, ainsi qu'on peut le voir sur cet élément de plancher réalisé pour des essais de mise en charge. Mais actuellement, c'est surtout dans la construction des grands ouvrages et des ponts en particulier que le béton précontraint prend une part de plus en plus importante et permet des solutions ingénieuses dans les conceptions autant qu'élégantes dans les réalisations. L'avènement de la précontrainte est venu donner au béton de nouvelles lettres de noblesse, si toutefois il en était encore besoin. Au-dessus de cette autoroute, ce pont permet le passage d'une des grandes pistes de l'aéroport de Paris. Il est en béton précontraint. On a d'ailleurs construit entièrement en béton précontraint des pistes d'envol de 3500 mètres et pouvant résister, malgré de faibles épaisseurs, à la charge énorme que provoque l'atterrissage à grande vitesse de nos longs courriers. La précontrainte n'est plus aujourd'hui une technique vraiment nouvelle, mais elle reste cependant largement ouverte à l'ingéniosité des constructeurs, car son domaine est sans limite.